Bienvenue sur les grandes épopées. Je m'appelle Jafar et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants et expérimentés pour décortiquer les moments clés de périodes révolues de leur vie professionnelle. Grâce à la liberté de ton et à la prise de recul permise par ce format, chacun de vous peut repartir avec des apprentissages concrets pour nourrir sa propre épopée professionnelle. Dans cette deuxième partie, Olivier Clèche revient sur la concurrence historique entre le Télégramme et Ouest France, qui continue de pousser encore aujourd'hui ces deux acteurs vers toujours plus d'innovation et d'ingéniosité. Il détaille aussi ses responsabilités de co-rédacteur en chef du Télégramme, ainsi que l'évolution de son rapport au risque. Enfin, nous abordons la période de diversification du groupe Le Télégramme, à laquelle Olivier a notamment contribué avec la création de la chaîne de télévision TBO. Je vous laisse maintenant avec Olivier pour la suite et fin de notre échange. J'avais envie de te parler d'une chose, c'est impossible de ne pas en parler, c'est la concurrence entre Telegram et Ouest France. Pour moi, c'est mythique. Là, on est dans l'épopée. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez faux. Et j'ai envie que tu me parles de cette période 97-98. Peut-être tu peux d'ailleurs nous situer un peu cette concurrence historique pour qu'on comprenne un peu d'où ça vient et ce moment clé. Parce que justement, je pense qu'il est très révélateur de cette capacité à réagir vite. Alors, une petite page d'histoire rapide. Le Télégramme n'est pas né en 1944, il est né bien avant. Il avait deux ancêtres. Le tout premier, qui est né juste après l'avènement de la Troisième République, dans les années 1875, s'appelait l'Union républicaine du Finistère. C'était à l'époque une feuille politique, donc partisane, qui a vécu 10 ans, avant d'être remplacé dans les années 1895 par la Dépêche de Brest et de l'Ouest, qui d'emblée s'est imposé comme étant non plus un journal d'un parti, mais comme un journal d'information. Donc il y avait déjà l'ambition de se poser comme un journal qui n'était plus un journal de combat, même si le combat républicain était encore très présent à la toute fin du 19e et au début du 20e, mais un journal qui voulait aussi avoir une approche, on va dire, plus neutre et plus informative de l'actualité. Donc c'est un héritage très très lointain. Et en 1899, c'est une année importante, c'est quelques jours même avant l'ouverture du procès d'Alfred Dreyfus à Rennes, arrive dans le paysage un nouveau quotidien à Rennes qui s'appelle Ouest Éclair, qui deviendra Ouest France à la Libération. Et dont une des figures fondatrices, c'est pas neutre, s'appelle l'abbé Trochu. C'est un ecclésiastique. C'est pas banal à l'époque d'avoir un abbé qui devient aussi une sorte, sinon de directeur au sens opérationnel du terme, mais en tout cas une sorte de penseur de directeur politique ou de directeur de la pensée du journal. Puis si mes souvenirs sont bons, il a même été député. Non, c'est pas... Je crois que l'abbé a eu un mandat aussi. Voilà. Enfin, en tout cas, c'était une époque où on pouvait avoir plusieurs casquettes. Oui, plusieurs casquettes. C'était pas gênant d'être à la fois dans les affaires et d'être un ecclésiastique, ou d'être à la fois un élu et un directeur de journal. Le mélange des genres à l'époque était plus complexe qu'aujourd'hui. Et dès les premiers pas, je dirais, de ce nouveau venu, qui tout de suite a eu l'ambition d'être un journal important sur le plan géographique, donc qui a tout de suite eu des antennes dans une grande partie de l'Ouest breton, le Télégramme, lui, venait de la pointe et donc commençait à se développer aussi, mais de manière plus lente, parce qu'on était pénalisé sur le plan du transport et donc de la conquête de nouveaux territoires. La Dépêche était née à Brest, donc on partait vraiment de la pointe ouest de la Bretagne. Mais d'emblée, il y a eu un choc des cultures entre un journal, on va dire, très républicain et anticlérical dans son héritage, et qui ensuite est devenu un journal d'obédience, on va dire, radical-socialiste, le Télégramme, et son grand concurrent rennais, qui lui était démocrate chrétien, très chrétien, et donc voilà, qui était dans ce positionnement un peu de, comment dire, très traditionnel en Bretagne, de social-démocratie et de chrétiens sociaux et tout de suite, il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça fasse des étincelles entre les deux, évidemment. La Dépêche n'entendait pas se faire repousser dans ces retranchements bretons par le nouveau concurrent, et le nouveau concurrent avait clairement affiché ses ambitions. Et cette concurrence a imprégné
la vie de l'entreprise dès les origines et toujours aujourd'hui, c'est très vivace. Et ça a aussi été un moteur, un carburant pour la rédaction. Les journalistes, ils aiment bien se bagarrer, hein. C'est un peu dans l'esprit même de ce métier. Et se battre contre un concurrent dont nous étions totalement indépendants, avec lequel il n'y avait aucun accord, je dirais, de non-agression. Ça a été une richesse incroyable. Et on est la seule région de France, depuis déjà longtemps, où il y a cette singularité-là de deux quotidiens totalement indépendants l'un de l'autre, dont le premier français, en diffusion, et le plus puissant, qui se fight depuis les origines. Ça a vraiment été central dans la vie de la rédaction. Et j'espère que ça le demeure. Je pense que oui, parce que le réflexe, c'est quand même d'aller voir, avant toute chose, le matin, ce que Ouessance a publié, et de se comparer, de se dire, bon, là, on était moins bon, là, on était meilleur. Ça reste le sel et le carburant vraiment des rédactions. Bon, du coup, une concurrence, des fois on gagne, des fois on perd. Et alors, j'ai envie de t'entendre sur la défaite. Sur la défaite. Alors, je vais dire avant qu'on a souvent gagné, parce qu'on était le plus petit, mais on était très agile. Oui, mais parle-moi de la défaite. Voilà. On avait été le premier quotidien à se lancer dans la couleur et tout ça. Ça a marqué hein, quand même. On en parlera après. On en parlera après. Bien sûr. Et puis un jour, on n'est pas les premiers, et ça c'est en 98, où on avait déjà le projet, depuis quelques années, de publier un journal le dimanche, le 7e jour. Ça avait donné lieu à des discussions un peu compliquées sur le terrain syndical. Il y avait à la fois des raisons de résistance, je dirais, syndicale et d'accord, mais aussi des raisons techniques, de complexité technique, qui à l'époque nous avaient freinés. On avait dit non, on verra plus tard. Et 98, Ouest France dégaine le premier. Et ça, c'est un choc, parce qu'on n'était pas du tout préparé à ça, à ne pas être les premiers. Voilà. Donc, l'amour-propre de toutes les équipes du Télégramme est un peu bousculé. Et réunion de crise au sein de la direction aussi, de la rédaction chef. Et on se dit, non, on ne va pas se laisser faire comme ça. Il faut qu'on réagisse très, très vite. Juste pour bien avoir parce que la temporalité est très importante. Ce que je disais, c'était que c'était en décembre 97 que eux sortent. C'est ça. Voilà. Décembre 97. Et donc là, c'est là qu'il y a branle-bas-le-combat et qu'il voilà. faut. Et on se dit, on ne peut pas se permettre d'attendre 6 mois, 1 an. Il faut qu'on réagisse très, très tôt. On décide très vite de réagir, donc de trouver une solution pour publier un journal le dimanche. Et là, mon confrère Marcel Kivigère, qui était jeune rédacteur en chef, adjoint à l'époque encore, mais qui incarnait au sein de la rédaction en chef vraiment la relève. Et moi, je lui ai emboîté le pas finalement. Qui avait déjà mis en chantier un certain nombre de choses pour rénover la maquette du journal, qui était vraiment très, très innovant dans son approche du journal. Il a eu l'intuition qu'il fallait que ce journal soit très différent du journal de la semaine. Que si on proposait le dimanche un journal à grand format, comme on le faisait le reste de la semaine, on n'allait pas apporter quelque chose de décisif. Et ce que Ouest France a fait en fait. Eux, le dimanche, c'était un format classique. Eux, c'était leur format normal. Très bien. Et là, on s'est rendu compte que finalement, on avait déjà acquis un certain savoir-faire dans ce qu'on appellera le format tabloïd, ce qui correspond à un demi-journal dans la taille, parce que en 83, c'était une des initiatives de pointe, je veux dire que le Télégramme avait prise à l'époque, on avait lancé le lundi un supplément dédié au sport, qui avait été un sacré accélérateur de vente à l'époque, qui nous avait permis de marquer des points importants dans notre concurrence avec Ouest France. Et ce supplément qui s'appelait Lundi Sport, qui collectait donc tous les résultats sportifs du week-end, donc les amateurs de sport étaient aux anges évidemment. En plus, ça permettait à monsieur, je vais reprendre des vieux clichés familiaux, mais à monsieur d'avoir son supplément foot pendant que madame lisait le reste de l'actualité. On pouvait dissocier le lundi le supplément du journal principal. Et c'était très bon pour la paix des ménages. Bon, là, on est dans une configuration de la famille qui est encore historique, un petit peu issue de l'âge ancien. Et ce supplément-là avait finalement permis d'acquérir une certaine expertise technique et éditoriale dans la fabrication d'un petit format. Et Marcel, très très vite, a dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour le dimanche. Il faut qu'on transpose notre expérience du lundi sport dans le 7e jour. Et on a donc répliqué à l'initiative de Ouest France 2 mois et demi, 3 mois après à peu près, en petit format.
Et ça a été un coup génial. Pourquoi ? Parce que d'abord, on répliquait en apportant un plus vraiment innovant, une maquette beaucoup plus jeune, beaucoup plus tonique, avec une place différente à l'info. Et là, Marcel a vraiment pu exprimer, je dirais aussi, sa vision de ce que devait être un quotidien régional moderne. Mais en plus, à partir de 98, on a eu un banc d'essai grandeur nature sous la forme donc d'un journal par semaine qui nous a appris à faire un tabloïd. Et il nous a permis d'abord de renforcer la conviction que le journal du futur, il fallait qu'il soit en demi-format, ce qui était un élément très très rénovateur dans la maquette, dans la place du visuel, de l'image, dans la longueur des papiers. Ça amenait à repenser complètement l'approche éditoriale. La maquette n'était finalement que la traduction d'une rénovation fondamentale de l'approche éditoriale. Puis d'un point de vue investissement aussi, les machines, le système, enfin je veux dire à un moment donné, il y a des gros moyens pour porter ce type de transfo. Voilà. Et quand le jour est venu de transformer le quotidien de tous les jours du grand format vers le demi-format, le format tabloïd, ben on était prêt. On avait déjà les compétences. On a donc fait tourner des équipes sur la fabrication du dimanche pour que chacune s'approprie ce nouveau cadre, je dirais, de travail, les nouveaux formats, etc. Et le jour où il a fallu appuyer sur le bouton, et c'était le 19 mars 2002, les équipes étaient prêtes. Et techniquement, on avait aussi déblayé complètement le terrain. On savait qu'on savait faire un tabloïd tous les jours. Et il y a eu finalement, je dirais, une coïncidence entre des circonstances dont certaines n'avaient pas été choisies et un axe stratégique qui, lui, était très clair et qui remontait donc au milieu des années 90, où Édouard Coudurier savait ce qu'il voulait moderniser, savait qu'il fallait un journal qui se singularise du concurrent, qui soit très différent, plus maniable, plus léger, plus moderne, plus coloré, plus en adéquation avec ce qu'on supposait de les goûts du public. Les circonstances parfois imprévues et la stratégie, à un moment, se sont réunies et ont matché. Et je dirais que ça résume un peu toute l'histoire du Télégramme dans sa globalité et du groupe Télégramme, qui a été fait d'un mariage entre des opportunités, des circonstances et une espèce de vision de très long terme qui parfois sautait pas aux yeux. Et comme l'ont dit, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de l'expliquer, comme l'ont dit certains responsables du Télégramme, c'était pas un plan stratégique qu'on avait construit comme on l'apprend dans les écoles de business, avec une vision à très long terme, des étapes, un business model établi à l'avance et tout. Parfois, on avançait avec des gens avec lesquels on se sentait en confiance, et puis on s'est rendu compte que finalement, il y avait peut-être des liens avec nos activités, que tout ça, ça pouvait résonner. Et au final, on se rend compte qu'on a des stratégies qui convergent et qui finissent par devenir cohérentes. Il y a une forme de... Moi, ce que j'en ai compris, c'est un peu une stratégie de banc d'essai. Un peu, on teste une innovation à une certaine échelle, dans une échelle qu'on peut maîtriser. Parfois, ça arrivait un peu trop tôt, typiquement le web, où ça arrivait un peu trop tôt, voilà. Mais ça a fini par servir, voilà, en termes d'apprentissage. Et parfois, en fait, c'était le moyen de pouvoir gagner déjà quelques mètres. Et le moment où il fallait appuyer sur la gâchette, vous étiez à la meilleure position pour pouvoir généraliser, industrialiser, etc. Ouais. Donc, ce qui est une autre manière de faire de la stratégie. Au lieu de faire le plan, en fait, on exécute à petite échelle, et puis ensuite, c'est une forme de plan, c'est une forme de méthode. En tout cas, c'est une forme de méthode. Et j'ai entendu Édouard Coudurier dire parfois, un peu par provocation, moi, ma stratégie, c'est de ne pas en avoir. Ce qui était une manière de dire, je ne veux pas me laisser enfermer dans des plans lourds et qui, à un moment, finissent par ossifier l'action, parce qu'on a tellement travaillé à mettre le plan qu'on n'a plus trop envie de le changer, alors que l'environnement, lui, a évolué très vite. Et donc, il disait ça. Ma stratégie, c'est de ne pas en avoir. Et par contre, sur le plan de la méthode, il a toujours été d'une très, très grande cohérence. Et donc, in fine, ça s'apparente à une forme de stratégie qui a été de cette capacité à oser, à donner les moyens aussi à ses équipes, y compris de se tromper, et à leur donner sa confiance pour que ça marche. Et puis, parfois, effectivement, changer d'axe ou faire une marche arrière, mais à chaque fois gagner quelques mètres. Et c'est vrai que ça a été extrêmement porteur. Et la décennie, on va dire 95-2005, de ce point de vue-là, a été pour nous une décennie folle. Folle parce qu'on avait
la capacité à mettre en chantier des choses très peu conformistes. On avait les moyens pour le faire, on avait la confiance de la direction, et on mettait aussi le pied dans des univers qui étaient complètement nouveaux, et complètement à rebrousse-poil de ce que la prudence aurait parfois commandé, quoi. Ça, avec le recul, je me rends compte qu'avoir eu le privilège de vivre ça dans une entreprise, c'est quelque chose d'énorme. Puis en plus, là, avec le temps long, tu réalises aussi que c'est ce qui permet en partie la robustesse du projet, la résistance aux périodes où c'est un peu plus dur pour, on va dire, le business central, avec le groupe Telegram, avec les autres activités type Hello Work. Enfin, en fait, on va le voir, cette diversification, elle vient pas de nulle part, elle vient aussi de cette idée-là, cette stratégie, cette méthode. Exactement. Quoi. C'est-à-dire que la solidité du Télégramme, du vaisseau amiral, on va dire, qui n'a jamais été reléguée à un second plan quelconque par la direction, y compris quand elle essayait d'aller dans les voies les plus audacieuses en termes de diversification des activités, de construction du groupe. En interne, parfois, les gens du Télégramme se sont dit « Oh ben là, où va-t-on On part à l'aventure. » Et finalement, c'est le Télégramme qui va financer toutes ces aventures-là, et c'est peut-être lui qui va en faire les frais. Quand on regarde de près la manière dont le Télégramme a continué à se moderniser et dont le groupe a continué à investir dans le Télégramme, on se rend compte que ça ne s'est jamais produit finalement. Le Télégramme n'a jamais été fragilisé au profit d'autres activités. Et l'autre point que je veux souligner, et c'est là qu'on se rend compte que les valeurs dont on parlait tout à l'heure et les efforts que l'on fait pour que les équipes soient respectées et aient cette perception-là du respect qu'on leur doit, ça finit par être payant dans ces moments-là. Quand l'entreprise rentre dans des zones un peu inconnues, dans des zones de risque, parfois turbulentes, avec parfois effectivement sinon des échecs, du moins des épreuves, quoi, où il faut ne pas baisser les bras, de se dire, bon allez, on va réagir. Tout l'investissement que l'on a fait auparavant, en temps d'écoute, d'échange, de discussion, qui parfois sont longues et laborieuses, hein, mais tout cet investissement-là, là on en retrouve les dividendes. Parce que les équipes, à un moment, et a fortiori, quand il s'agit de se battre contre le concurrent, là, vous voyez, je veux dire, pour tomber un peu dans la caricature, là on retrouve le syndrome du village gaulois. Ouais. Là, c'est la bande d'Astérix qui se dit, allez, on a les légions romaines qui veulent nous enfoncer, on va trouver une idée. Et on la trouve et on la met en œuvre. Et là, plus personne ne récrimine, plus personne ne joue à contre-courant. On a souvent éprouvé, moi j'ai souvent eu ce sentiment-là, et c'est jouissif. Quand le collectif s'exprime comme ça, alors c'est dire là vraiment on est dans une belle œuvre collective, tout le monde tire dans le même sens, quoi. Et on n'est pas dans les propos dans le propos convenu de la nouvelle doxa du management, où on dit ouais, on est tous copains, on va tous jouer au baby-foot après, et on vient au boulot en short avec de l'mob de café. On se respecte par notre exigence mutuelle, en fait. C'est voilà. Et là, c'est du vrai respect, et c'est une solidarité qui n'est pas de façade. Et s'il faut bosser un jour jusqu'à 4 heures du matin, parce que, et moi j'ai vu des équipes revenir parce qu'il y avait un bug informatique ou parce que le journal avait des problèmes, on a tous vécu ça. Moi, je me suis retrouvé à un moment à barrer le chemin de mes frêles petites épaules devant les grilles du journal parce qu'il y avait une bande d'agriculteurs bretons très en colère qui avaient décidé ce jour-là qu'ils allaient envahir le Télégramme. Bon, il se trouve que par les circonstances, je suis arrivé sur place avant d'avoir des renforts. Et oui, dans ces cas-là, on ne se demande pas si l'heure de la pause est passée ou si on a fait ces 35 heures. Il était 1h du matin, on est resté pas à l'abri jusqu'à 3 heures. Ah oui, parce qu'il fallait un moment que préserver l'entreprise, quoi. Ouais, je trouve incroyable. Et ça crée un état d'esprit collectif que l'on pourrait simplifier en disant un esprit familial. Mais c'est là qu'on retrouve aussi cette dimension-là, parce que tout à l'heure, on a parlé un petit peu du fait que moi, j'étais un bébé Télégramme et que mon père et tout. Mais je suis loin d'être une exception. On est très nombreux dans plein de services du journal, de l'imprimerie à l'atelier en passant par la rédaction, à avoir eu un oncle, un père, un grand frère qui a fait carrière au Télégramme. Et on est donc très nombreux à avoir cet attachement viscéral et filial à l'entreprise. Et à un moment, c'est vrai que ça aide à surmonter les difficultés. Et pour clôturer ce chapitre sur la concurrence, je trouve qu'en 2002, c'est quand même assez beau parce que à la fin, cet épisode-là se termine donc par
encore une victoire du Télégramme. Celle-là, le fameux. Voilà. Et moi, ce que je trouve beau, c'est que ce que je disais, c'est que les concurrents, donc le PDG de Ouest France, il vient le jour de l'inauguration de ce premier. Oui, Je sais oui. pas ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il est venu, mais en tout cas, il est là. Ah bah, Je trouve que c'est beau de voir une concurrence comme ça où quand même il y a une forme de respect dans la concurrence, quoi. ouais. Il y a eu toujours, pardon, un grand respect entre les directions de nos journaux et entre les acteurs aussi, les journalistes et autres. Mm. On se faisait pas de cadeaux, mais on se respectait. Et Édouard Coudurier avait évidemment fait l'amabilité au staff de West France de les inviter à l'inauguration de notre nouveau format. Et entre gentlemen, Françoise Régis-Lutin a honoré l'invitation avec ses directeurs et on a vu qu'il prêtait un grand intérêt à la fois aux outils qu'on avait déployés et aux méthodes qu'on avait mises en place. Et c'est vrai que ce changement-là de 2002 a été un accélérateur assez phénoménal de l'image du journal, qui tout d'un coup devenait le journal breton qui était dans l'air du temps. On était au début du millénaire, nous devenions le journal breton du XXIe siècle, quoi. Et ça nous a valu une progression de notre diffusion et des résultats spectaculaires pendant plusieurs années, jusqu'en gros 2012, où on a atteint le sommet de la courbe de la diffusion du journal. Donc on était au-delà de 210 000 exemplaires vendus chaque jour. Ça nous a valu les étoiles de l'OJD, qui était l'Office de justification de la diffusion, pendant plusieurs années consécutives jusqu'à 2007-2008. Et en fait, on était vraiment le quotidien qui était scruté et analysé par tous nos confrères. Chaque année, on recevait nombreuses délégations, on participait à des groupes de partage, d'échange de bonnes pratiques. Et on nous demandait en gros, mais nom d'un chien, les Bretons, c'est quoi votre secret, quoi? Et j'ai donc eu plusieurs occasions de dire un peu ce que je dis encore aujourd'hui, vous voyez, donc ça remonte partant à près de 20 ans, mais je leur disais, vous savez, il n'y a pas de recette miracle, mais voilà, on se serre les coudes, on est face à un grand concurrent puissant, et ben à un moment, on partage les bonnes idées, et puis on essaie de les mettre en œuvre, mais sans se la jouer, quoi, sans se croire meilleur que les autres, ni sans trop faire confiance que à la technologie non plus, en faisant confiance aux équipes. Très clair. Alors là, je te propose d'ouvrir un. On a parlé stratégie, on a parlé concurrence, on a parlé dialogue social. On va revenir à ton métier initial de journaliste. Tu deviens rédacteur en chef, co-rédacteur en chef en 99. Fin 99, ouais. Et quelques années après, il y a un épisode dont tu m'as parlé en préparant, qui pour moi est hyper révélateur de la difficulté de ce job, de ce métier, pardon, qui est sur c'est à un moment donné, on a une responsabilité, on livre une information et on se dit, wow, en fait, il y a un poids, il y a un moment donné, il y a, je sais pas comment dire en français, Final Cut, enfin le dernier, Ouais. C'est un épisode en 2006-2007. Je me tais, je veux bien que tu nous racontes et que ensuite je puisse rebondir parce que c'est incroyable. Alors, juste en introduction, comme tu l'as souligné, je suis co-rédacteur en chef, ce qui veut dire que nous sommes deux. Enfin, on aurait pu être plus, mais ça suffit deux. Ce qui est quand même un peu singulier aussi, d'avoir deux rédacteurs en chef qui sont tous les deux à équivalence, je dirais, de titres et de responsabilités. C'était mon souhait. Quand Édouard Coudurier m'a proposé en fin 99, l'ancien rédacteur en chef prenait sa retraite. C'était vraiment une bascule là dans la nouvelle génération qui vraiment était complètement aux commandes. Et quand Édouard m'avait demandé ce que je souhaitais moi, personnellement, pour la suite de ma carrière, je lui avais fait part de mes souhaits. Et je lui avais dit que donc je me verrais bien participer à la rédaction en chef, mais je souhaitais effectivement être sur le même plan que mon confrère Marcel, pour lequel j'ai la plus grande estime et la plus grande amitié, et qui nous a quittés prématurément, et ça m'a profondément ému, parce qu'on a partagé des moments très très forts tous les deux. Et on a cheminé ensemble, je dirais que c'était vraiment un compagnonnage, une amitié de travail. C'est ce que j'ai eu le privilège, triste de dire à son décès, mais une amitié de travail parce qu'on a été vraiment tous les deux un tandem très soudé. Bref, on était deux à la tête de la rédaction. On s'est réparti les rôles. Marcel, ce qui était naturel, chapeautait, je dirais, la rédaction dans sa globalité et notamment
les informations générales, régionales, économiques, tout ça. C'est lui qui avait le pilotage. Moi, parce que je m'y étais intéressé très tôt, je m'occupais plutôt des informations locales, de l'organisation de l'information locale et des outils et méthodes de la rédaction, puisque je m'étais occupé en 98 du fameux système rédactionnel. Et on s'était donc réparti les rôles de cette manière assez harmonieuse, chacun respectant un peu les prérogatives de l'autre, mais chacun enrichissant aussi l'autre de sa vision des choses. Et on collaborait, mais vraiment avec une grande, grande complicité, sans se marcher sur les pieds. Il se trouve que donc les années passent avec plein de péripéties dont on reparlera peut-être plus tard. Et en 2006-2007, de mémoire, 2006 peut-être, Marcel était absent pendant quelques mois parce qu'il avait eu un petit souci de santé. Il était convalescent. Je me retrouvais de facto rédacteur en chef en fonction. Un peu comme un commandant de bord dans un cockpit d'avion. Hein, il y a le copie et puis il y en a un qui est en fonction, l'autre qui est en copilote. Peu importe le grade, c'est comme ça. Bon, et l'ancienneté. C'était moi le rédacteur en chef en place à l'époque. Et il arrive un événement, c'était la belle époque, si j'ose dire, avec ironie, où les États-Unis menaient encore de grandes guerres à l'international et George Bush avait décrété donc qu'il fallait faire la guerre aux Irakiens. Donc on était dans cet épisode un peu fou là. Ils avaient essayé sans succès de coincer Saddam Hussein et dans l'idée de non seulement de le destituer, mais de lui faire un procès, bref. Cette guerre était en train de s'engluer, comme on le sait. Et puis un matin, vers 10h du matin, la responsable du service des informations générales, qui est une journaliste de grande expérience, une patronne, franchement, au Télégramme. Je l'y étais parce qu'elle est à la retraite, et je la salue, si un jour elle entend ça. Anne-Yvonne était donc une grande chef de service, très respectée, très rigoureuse, une grande professionnelle. Et qui avait déjà, elle, fait face à de nombreux faits compliqués à traiter, quoi. Elle vient me voir dans mon bureau, elle me dit « Olivier, je suis très embêté, je voudrais avoir ton avis. Notre chroniqueur en politique étrangère, qui était un chroniqueur réputé, une signature connue sur le plan national, puisqu'il était chroniqueur dans une des radios de Radio France, venait de raccrocher au téléphone avec elle, il venait de lui dire qu'il avait un scoop de première ampleur dont il garantissait la qualité des sources, qu'il avait vérifié donc, et dont il disait qu'il nous donnait l'exclusivité, ce qui, entre parenthèses, aurait peut-être déjà dû m'alerter, mais bon, parce qu'il nous aimait bien et que, en gros, il nous faisait cadeau de cette info-là. Et vraiment, c'était, mais alors, solide de chez solide. C'était quand même une signature vraiment connue, quoi. Un personnage qui avait un historique et qui était très capé. Il avait sa crédibilité. Une vraie crédibilité. Et son info, c'était que Saddam Hussein avait été effectivement tué lors d'un bombardement américain sur des bâtiments à Bagdad. Je crois que c'était un grand bombardement qui avait eu lieu vers le 20 au 24 mars de l'année écoulée. Et que Saddam n'était pas en fuite comme on le supposait, mais qu'il avait bien été tué ce jour-là, et que donc Saddam était mort. Quand même, c'est pas une petite info. Et elle me balance ça. Et je lui dis, ah bah mince, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La journée s'écoule, on s'en parle plusieurs fois, j'en parle à mon directeur de l'info pour avoir son avis, Hubert Coudurier, j'échange avec plusieurs confrères, et ils me disent, ouais, effectivement, très grosse info, mais délicate parce qu'on n'a pas, nous, les outils directs pour la vérifier. Effectivement, c'est hors de notre zone, je dirais, on n'a pas les connexions, on n'a pas le réseau sur place, on n'a pas de journaliste permanent à Bagdad, on n'a même pas de correspondant permanent. Nous, pour l'essentiel de l'information internationale, nos sources, c'était Associated Press ou l'AFP, quitte à ce que, quand un événement le méritait, on y envoie un envoyé spécial. Mais on n'avait pas des gens, on n'avait pas des sources premières, si je puis dire. Bon, tout à fait. Donc la journée se déploie, et puis notre chroniqueur maintenait son pressing, et plusieurs fois dans l'après-midi, alors, vous avez décidé quoi? J'y vais pas, vous y allez, si ou... Et de plus en plus, il y avait une petite musique en arrière-plan de son scoop. C'était en gros, si vous êtes trop frileux pour me faire confiance, et si finalement vous ne me faites pas réellement confiance,
Pour moi, ça sera le signe clair que notre collaboration n'a plus lieu d'être, et donc je ne ferai plus de chronique pour le Télégramme. Par ailleurs, depuis un certain nombre de mois, au Télégramme, lors des conférences de rédaction, il y avait aussi un petit bruit de fond, une musique qui se développait, qui était en tout cas là, qui consistait à dire les gars, si on veut que le Télégramme continue à se développer et si on veut tenir notre rang, il faut sortir de notre petite zone de confort. Les petites informations locales, hein, les petits faits divers, c'est bien joli, les cornemuses, l'information régionale, bon. Mais il va falloir un moment que vous montriez que vous en avez dans le ventre, pour le dire par euphémisme, que vous ne vous contenez pas dans une information, je dirais, un peu tiède et un peu consensuelle. Qu'à un moment, vous osiez transgresser un petit peu, y compris parfois les règles de prudence, un peu timorées, un peu pusillanime. Parce que c'est comme ça qu'on crée le buzz, c'est comme ça qu'on marque son territoire, qu'on montre qu'on est gonflé et qu'on ose aller au contact. Et voilà. Donc tu avais ça toi aussi En arrière-plan. un peu, ouais. Je l'avais très T'as clairement. diffusé en fait. Très clairement en arrière-plan. Je l'avais à l'esprit ce jour-là, parce que c'était une musique permanente. Et donc arrive le moment de la décision. La journée arrive à la fin, on en parle en conférence de rédaction et tout. Et puis à un moment, on se dit, bon, eh ben, osons. Et moi-même, je me dis, est-ce que je vais supporter l'idée d'être celui qui aura fait perdre un scoop au Télégramme par un excès de prudence, par finalement manque d'audace, manque de confiance vis-à-vis de notre chroniqueur international aussi, ou bien est-ce que je prends le risque? Et au fur et à mesure de la soirée, j'ai pris ma décision, qui était de prendre le risque, et de le prendre, je dirais, dans toute sa dimension, parce qu'à un moment, il y a eu un débat. Est-ce qu'on met un point d'interrogation dans le titre? Ou bien est-ce qu'on parle au conditionnel? Saddam Hussein serait mort, ou pourrait être mort. Je lui dis, ah non, ça non. Ça, alors, c'est vraiment pire que de ne rien faire. Alors, je préfère carrément qu'on ne publie rien, et qu'on se sente ridicule demain si l'ouverture de tous les JT est sur la mort de Saddam Hussein, plutôt que d'être dans cette espèce de jeu un peu de manque de courage, mi-figue, mi-raisin, où on dit rien. Donc je dis non, on dit Saddam Hussein est mort. La personne qui faisait la page 1 me propose ce qu'on considérait comme une sorte de compromis, de dire, bah écoute, pour atténuer un tout petit peu le côté affirmatif, on dit est bien mort. Ce qui laisse entendre qu'on avait un doute sur le fait qu'il l'était, mais que là on a une forme de confirmation. Je dis ok, on roule. Donc là, pour bien comprendre, pour être très clair, tu es le rédacteur en chef, donc c'est toi qui portes la décision finale. In fine, après avoir eu tout ce processus de doute, d'échange, de oui mais on y va, on n'y va pas. Anne Yvonne, la patronne des IG, me dit bon écoute, au final, alors qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis écoute, soyons cohérents. On ne veut pas perdre notre chroniqueur politique international, on considère que c'est un type sérieux, il nous assure que sa source est béton, qu'on a le scoop, et on y va. Et je tranche en faveur de cette solution-là. Très bien. Et je fais sans doute une des plus grosses bêtises de ma carrière. Parce que le lendemain, c'est le grand silence de la mer d'Iroise. Par jour sans vent sur les côtes bretonnes, il n'y a pas une seule vague qui se fracasse sur les rochers. Il n'y a non plus aucune confirmation que Saddam Hussein est bien mort. L'AFP est muette. France Info, enfin Radio France, pour lequel collaborait notre fameux chroniqueur, n'en dit rien. Si ce n'est dans une revue de presse que le Télégramme n'y va pas avec le dos de la cuillère en affirmant à sa une que. Mais finalement, ce fameux scoop fait un grand flop. Il n'y a pas beaucoup d'échos, très peu. Peut-être une ou deux petites remarques un petit peu sarcastiques sur le fait qu'on s'est aventuré sur un terrain un peu hasardeux. Alors qu'est-ce que ça t'apprend sur toi, surtout? Parce que ce qui m'intéresse, c'est toi en tant que ça m'apprend professionnel à ce moment-là. Ce jour-là, j'ai fait ce que j'avais promis de ne jamais, je m'étais promis de ne jamais faire, c'est-à-dire de jouer une partition différente de la mienne. J'ai été imprudent. J'ai cédé finalement à une espèce de climat ou une influence ambiante à laquelle j'aurais dû résister, en prenant un risque inconsidéré, puisqu'il ne s'est pas avéré, et en affirmant quelque chose que moi-même j'étais incapable de vérifier. Enfin, moi-même, les équipes que je pilotais étaient incapables de vérifier.
Je me suis dit, bah voilà, la prochaine fois, j'aurai la carte de prudence. Et il vaut mieux se taire et passer pour un imbécile que l'ouvrir et prouver qu'on en est un. Donc ça a été très douloureux, hein. Moi, j'ai très très mal vécu cet épisode-là, personnellement, parce que je considérais que j'avais pas été à l'auteur des circonstances. La direction m'a soutenu, donc je n'ai pas payé je n'ai pas payé ma faute très très cher, hein. On s'est excusé auprès de nos lecteurs. La chef du service étranger, donc, mais qui hiérarchiquement n'avait fait qu'appliquer ma décision, a très courageusement écrit un billet pour dire que voilà, on avait commis une erreur et qu'on s'en excusait. L'auteur du billet, lui, du scoop, finalement, a pas tellement brillé par son courage ce jour-là, parce qu'il s'était ri les flûtes par une sorte de saut périlleux un peu tordu. Mais il a malgré tout quitté la chronique étrangère et du Télégramme et de Radio France peu après. Donc ça valait un petit peu aussi reconnaissance de son erreur. Et ça s'est terminé comme ça. Les lecteurs ne nous en ont pas gardé grief parce que voilà, c'est un accident de parcours. Moi, l'enseignement que j'en garde, c'est qu'il ne faut pas sortir. Il faut savoir sortir de sa zone de confort, mais en tout cas, il ne faut pas franchir la frontière au-delà de laquelle on n'a plus la maîtrise du résultat qu'on va produire. Ça, c'est de manière, quel que soit le secteur, et spécifiquement sur le journalisme, ce rapport au risque, du coup... Ne jamais perdre la main. C'est-à-dire qu'on peut, comme je dirais, pour faire une métaphore automobile, on peut conduire une voiture à certains moments un peu plus vite que la limitation de vitesse officielle. On peut faire un peu crisser les pneus dans les virages, mais à condition de toujours tenir le volant et d'avoir toujours la pédale de frein à portée de pied. En tout cas, de ne pas perdre le contrôle. Ça, c'est vraiment la règle absolue. Et là, je me suis rendu compte qu'on est rentré dans une zone où, de facto, on n'avait pas le contrôle. Parce que je ne pouvais pas, moi, recroiser cette info directement. On a péché par excès de confiance dans les propos d'un collaborateur qui a prouvé ce jour-là que lui-même avait perdu finalement sa maîtrise de la situation, sa conscience de la situation. Et il nous affirmait quelque chose qu'il n'était pas en possibilité d'affirmer. Voilà. Et ça, c'est vraiment une leçon un peu cinglante, hein, mais voilà, qui n'a pas fait d'erreur? Je l'assume. Mais justement, merci d'avoir pris le temps de la détailler, parce que c'est sûr que ça ne doit jamais être facile de revenir dessus, mais je pense vraiment que c'est très, très, très instructif pour les gens qui nous écoutent, parce que, comme tu l'as dit si bien, tout le monde peut faire des erreurs. Celle-là, elle t'a appris beaucoup de choses sur aussi ton rapport à l'erreur, ton rapport au risque. Ouais. Et en fait, ce rapport à l'erreur et rapport au risque, il est important parce que on se positionne toujours un peu par rapport à ça dans les décisions qu'on prend. Et je trouve qu'en plus, c'est d'autant plus puissant dans l'univers du journalisme parce que le cœur du sujet, c'est l'info. Donc merci d'avoir pris le temps de le détailler. Voilà, c'est pas le meilleur souvenir que j'ai de ma carrière, mais en tout cas, il était important. J'en retire peut-être un enseignement au 2e degré qui peut aussi être utile, c'est que on a sans doute manqué de communication ce jour-là et on aurait dû parler de façon plus collégiale. Je pense qu'il y a eu à un moment un dialogue un peu trop restreint entre moi-même, le directeur de l'information et la chef de service. Il aurait fallu qu'on ait le courage peut-être de faire une petite conférence de rédaction dédiée à ce sujet-là, une sorte de petite réunion de crise, mais de la partager plus largement. Il est possible et probable qu'à ce moment-là, un certain nombre de voix qui peut-être auraient été majoritaires se seraient levées pour dire « Non, on ne le sent pas ». Et franchement, si vous nous écoutez, n'allez pas faire un titre comme ça ou publier cette information-là. Et peut-être les aurait-on suivis et on n'aurait pas commis l'erreur. Et ça, je pense aussi que confronté à certaines situations, le danger, finalement, c'est de s'enfermer parce qu'on est pris par l'urgence, que la journée n'est pas faite que de ça, il y a plein d'autres choses. Bien sûr. De s'enfermer dans une sorte un peu de tunnel psychologique et cognitif où on finit par restreindre le champ de réflexion et on n'élargit pas assez le cercle de parole et les avis. Confronter une situation similaire maintenant, c'est ce que je ferai. Je consulterai beaucoup plus largement avant de prendre la décision finale. Très clair. Très clair. Je vois que le temps passe. Je l'avais dit à l'avance. Cet épisode, normalement, pourrait durer une semaine. Je suis là-bas. Mais non, mais c'est extrêmement intéressant. Il y a un sujet quand même que j'ai pas envie de faire l'impasse dessus. C'est
c'est le lancement de TBO, c'est le lancement d'une chaîne de télé, parce que, encore une fois, tu as été un journaliste à qui on a donné la responsabilité de créer la première chaîne, enfin en tout cas la chaîne de télé du Télégramme. Comment est-ce qu'on démarre un projet comme ça, de zéro? Il n'y a rien. Comment est-ce qu'on élargit comme ça le champ, en fait, finalement, le champ d'intervention, finalement, du journal, parce que c'est quand même... Et comment on fait pour pas se planter, en tout cas avec le recul. Ouais. Là encore, j'insiste beaucoup sur la dimension collective du projet. Je pense qu'à l'origine du projet, il y a plusieurs éléments. Il y a un élément extérieur à l'entreprise qui est l'opportunité d'être candidat à une fréquence télé, au cœur de la zone historique de diffusion du Télégramme. Ça arrive début 2007. Et en fait, la question, elle est simple, y aller ou ne pas y aller. On est candidat ou on n'est pas candidat? Si on est candidat, a priori, c'est pas pour perdre. Et là, la question, elle est vite tranchée. On dit, c'est évident qu'on ne peut pas laisser un acteur extérieur. On pense évidemment au premier d'entre eux qui pourrait être Ouest France, mais aussi, pourquoi pas, à des acteurs nationaux. À l'époque, on ne parlait pas encore de BFM et tout, mais ça pouvait être d'autres groupes. Créer un média audiovisuel au cœur du Finistère. Voilà. Donc, il faut qu'on y aille. Premier point. Deuxième point, qui est un élément, je dirais, plus personnel, qui est lié à cette fameuse organisation singulière de la rédaction en chef où on est deux à piloter les machins, depuis 99. Ça fait pas tout à fait une dizaine d'années, mais enfin, ça fait 7-8 ans qu'on est dans cette situation-là. Moi, je ressens, sans sentiment d'urgence, mais je pense que je suis prêt pour passer à autre chose. Parce que c'est vrai qu'être deux, c'est souvent très bien. Confère l'épisode précédent, ça veut dire qu'on peut aussi échanger des avis à des moments cruciaux et partager nos sentiments et éviter des erreurs donc. Mais il y a des moments où c'est aussi compliqué à vivre parce que chacun a sa vision, chacun a l'envie finalement de mener des projets et pas toujours en total accord avec l'autre. Il faut accepter de vivre avec la présence de l'autre. C'est comme un vieux couple un peu, quoi. Donc, l'idée de m'émanciper quelque part de cette phase-là de ma carrière et de reprendre la main intégralement sur quelque chose n'était pas pour me déplaire à ce moment-là. J'avais envie de passer à autre chose. Le troisième élément, c'était le projet en lui-même qui était super excitant, quoi. Parce que pendant la période antérieure, moi, je m'étais pas mal intéressé à la mutation numérique de la rédaction, à la fois sur le terrain des organisations, des outils et de tout ce que ça impliquait dans la vie de la rédaction. Je m'étais intéressé de ce point de vue-là aussi à la vidéo. Et j'avais pu créer au sein du Télégramme un petit journal vidéo, un journal télévisé. Oui, un TV web. Ouais, une web TV, sous la forme d'un rendez-vous quotidien d'information à 17h qui synthétisait l'essentiel de l'actu de la journée en vidéo avec donc un petit groupe de présentateurs, présentatrices et puis un rythme assez dynamique, un peu sur le modèle JT Web. Il s'appelait le JT Web. Ça, je l'avais monté en 2007. Et donc, quand le projet télé arrive là-dessus, je dirais qu'intellectuellement, je suis déjà très sensible à cette dimension-là. J'y vois l'intérêt de rajouter une brique à l'architecture éditoriale du Télégramme, qui est la brique télé, qui n'existait pas, qui va venir renforcer, compléter tout le dispositif qu'on a. J'entrevois des synergies possibles, la possibilité d'oxygéner aussi un petit peu le paysage de la rédaction, de dire ça va être super excitant pour des journalistes de venir parler devant la caméra, d'animer des débats, enfin ça va être génial, quoi. Bon. Et donc quand Édouard et Hubert Coudurier me proposent de prendre en main ce projet-là, j'accepte tout de suite avec enthousiasme. Un peu aussi avec le vertige de l'inconnu, parce que je connais pas du tout le monde de l'audiovisuel. J'ai jamais touché une caméra. J'ai jamais été devant une caméra non plus. Donc pour moi, c'est un grand saut dans l'inconnu. On bâtit le dossier avec l'aide d'un intervenant qui était une personne qui avait déjà dirigé une télé locale, qui s'appelle Frédéric Hertz, avec qui j'ai travaillé quasiment 1 an et demi, très très étroitement. Même, je dirais, pas nuit et jour, mais sur de très longues journées, qui m'a aidé à structurer un peu les choses, parce que moi, je découvrais le métier, lui, il le connaissait bien, et moi, j'apportais la culture Télégramme, donc on se complétait très, très bien. Et là, encore une fois, je pense que ce que j'apportais comme valeur ajoutée dans le projet, c'était mon expérience assez transversale de la vie du journal. Au cours de mes différentes fonctions, il y avait eu la dimension sociale, donc j'étais appelé, je savais comment discuter avec des équipes. J'avais discuté avec la régie publicitaire.
J'avais discuté avec des techniciens. Je m'étais quand même pas mal ouvert à différentes composantes de l'entreprise média, au-delà de la seule rédaction. Donc j'avais quelques facilités, je dirais, à aborder aussi un projet complexe comme une télé, où il y avait pas mal de composantes. Il y avait un aspect technique finalement très très lourd, plus d'ailleurs à l'expérience que je me supposais avant. La télé est un média extrêmement exigeant sur le terrain technique, et très contraignant du coup. Il y avait évidemment la composante de rédaction, que là je me sentais plus à l'aise. Et puis il y avait les liens avec les différentes compartiments de l'entreprise Télégramme par ailleurs, Régipub, etc. Donc voilà, je me suis attelé à cette tâche-là avec gourmandisme. Constituer une équipe à partir d'une feuille blanche, c'est génial, parce que ça crée un lien presque filial, je dirais. Moi, il y a quelques personnes, journalistes ou autres, qui travaillent, ou techniciens qui travaillent encore à TBO. Ce sont professionnellement un peu mes enfants, parce que je les ai recrutés, on a lancé la chaîne ensemble. Quand je les recroise de temps en temps, ça m'émeut profondément. Et je pense qu'il y a un lien très fort entre nous, quoi. Moi, c'est une expérience intrapreneuriale, en fait. C'est génial, totale. ouais. Et j'avais alors ce privilège exquis qui est d'être patron et entrepreneur sans en assumer la totalité du risque, puisque je restais sous le très confortable parasol du Télégramme qui nous a accompagnés en termes d'investissement. On était très très soutenus et épaulés. Quand je dis très, c'est même encore faible. C'était permanent, le soutien du journal, quoi. Donc j'avais des conditions de rêve pour mener un projet comme celui-là. Et on a ouvert l'antenne donc en novembre 2009, et TBO non seulement existe toujours, mais c'est un peu étoffé, a pris de l'ampleur. On a intégré une autre petite télé qui s'était créée dans le Morbihan entre-temps. Et voilà, on a élargi notre grille de programme. Enfin, c'est vraiment sympa, quoi. Génial. J'aurais adoré creuser un peu plus, mais je pense qu'on va... Il y a un dernier chapitre, en fait, qu'on ne peut pas ne pas aborder. Tu vois très bien à quoi je fais référence. Oui. Je l'ai sur la table pour les auditeurs. En fait, Olivier, avant de partir, tu as eu une dernière mission. Ouais. Enfin, t'en as eu plusieurs, mais en tout cas, il y a celle-là dont je veux qu'on parle. Allez. Il y en a une autre avant, sur la raison d'être du Télégramme, et il y a ce livre. Donc le livre s'appelle Le Télégramme, un journal au vent de l'histoire. Tout le monde peut y avoir accès, il est à la vente. Moi, personnellement, j'y connaissais rien au milieu de la presse et du journalisme. Au début, je m'y suis plongé en me disant, il faut quand même que je le lise pour être sérieux. et puis, en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure des pages, que franchement, c'est exceptionnel. Et encore une fois, je le recommande à tout le monde, même les gens surtout d'ailleurs les gens qui travaillent dans des domaines où il y a beaucoup d'innovation. Parce que, en fait, quand on parle par exemple aujourd'hui d'intelligence artificielle, qui vient challenger par exemple le métier de journaliste, en fait, il y a eu tellement d'autres révolutions avant qui ont challengé le métier de journaliste. Et on voit très très bien, en gros, les étapes par lesquelles l'organisation passe, l'évolution des métiers, on réinvente des jobs. Enfin, c'est exceptionnel. Donc, allez-y, les yeux fermés. Et je te laisse la parole, Olivier, sur tes deux derniers grands chantiers. Oui, donc en 2017, mon ami Marcel prend sa retraite. Il était directeur de l'information, de la rédaction. Édouard Coulier me propose de revenir au siège, non pas pour prendre la suite de Marcel, parce qu'il ne souhaitait pas réinstaller une direction de la rédaction, mais pour un job un peu différent, qui est une sorte de direction déléguée en charge du développement. En fait, j'ai eu cette nouvelle chance, on va se dire vraiment que j'ai eu une sacrée belle étoile qui m'a accompagné durant toute ma vie professionnelle, mais c'est qu'Édouard me confie le soin presque de définir moi-même le poste dont j'avais envie, qui consistait à réfléchir aux étapes d'après, c'est-à-dire comment créer les conditions pour que le Télégramme continue à se moderniser, que la rédaction continue à avoir une approche innovante de l'actualité. Par quels moyens autres, peut-être que le simple support d'information, la simple diffusion d'information, on pouvait occuper l'espace régional. Ça passait par des événements, par des relations avec le monde de l'éducation, enfin par un certain nombre de moyens. Et tout ça, en gros, j'avais une forme de carte blanche.
Donc je me suis amusé comme un petit fou comme directeur délégué à partir d'octobre 2017. Et à la fin, je me rendais compte qu'il y avait un décalage entre la réalité du journal et ses enjeux d'avenir et la manière dont nous-mêmes, nous portions notre image. On restait finalement sur des messages de communication assez classiques, assez plan-plan, et on était sur une posture qui est assez fréquente en Bretagne, qui tient peut-être un caractère régional, si toutefois ça existe, mais un état d'esprit un peu diffus dans notre région, qui est une forme de réserve, de discrétion. C'est peut-être cette culture un peu chrétienne, un peu paysanne, où on ne frime pas, on ne vend pas du rêve, on fait avant de dire ce que l'on fait, et quand on a des succès, on les étale pas. Voilà, on s'en réjouit, on capitalise dessus pour continuer à avancer, mais on est plutôt dans cette logique d'entrepreneur discret, pour vivre heureux, vivons cachés, voilà. C'est à la fois un caractère assez partagé en Bretagne, c'est aussi, je pense, un caractère fort dans un trait de caractère de notre patron, Édouard, qui est un homme très discret, qui cherche pas à se faire, ni à faire son entreprise plus belle ni plus conquérante qu'elle n'est réellement. Il a toujours soutenu, et il a raison, que c'est la qualité du produit qu'on proposait à nos lecteurs qui, in fine, était le juge de paix. Et que tout le blabla qu'il y avait autour, c'était de la com. Bon. Très clair. Donc, nous tous, on était imprégnés de ça. Mais je pensais qu'il fallait un moment s'adapter aussi à notre époque. La communication fait partie de notre époque. Et donc, j'avais un autre sentiment très très fort, peut-être presque plus fort encore que celui de la nécessité de communiquer, c'était que l'information traditionnelle était battue en brèche par un torrent de sources que je ne veux pas qualifier d'information, mais on va dire ça relève quand même un peu de la sphère informationnelle, via les plateformes en ligne et les réseaux sociaux notamment, qui ont explosé au cours donc de la dernière, des 5, 6, 10 dernières années. Comment nous, on pouvait conserver une singularité dans cet univers-là, marquer notre caractère et dire que nous n'étions pas un média parmi d'autres et que nous ne participions pas de cette espèce de flux indifférencié où il y a de tout, de la rumeur, de la fake news, de la manipulation et aussi de l'information, mais que nous diffusions une information fiable, vérifiée, certifiée, sauf quand on commet des erreurs parfois, mais assez rarement. Voilà, l'erreur est humaine en même temps. Voilà, mais une information, je dirais, certifiée, labellisée, qu'on rendait des comptes, qu'on était aussi encadré par une loi et qu'on ne pouvait pas publier ni diffuser n'importe quoi. Et donc là, je me suis convaincu qu'il fallait qu'on construise ce on appelle beaucoup maintenant la raison d'être de notre entreprise et de notre média, qu'on verbalise un peu ces convictions qui nous animent, qui sont fortes, ces valeurs qui nous animent et qui sont fortes et qui datent pas d'hier, qui sont héritées de donc près de 120 ans d'histoire, qu'il fallait qu'on mette des mots là-dessus, de manière à la fois à savoir comment nous pouvions nous exprimer haut et fort à notre public, face à notre public, mais comment aussi en interne, parce que je voyais le renouvellement des générations, je voulais les nouvelles recrues qui arrivaient, je disais comment créer un socle partagé par les nouveaux salariés du Télégramme, qu'ils soient journalistes ou commerciaux ou autres, peu importe, ou imprimeurs. Chacun a sa place dans le dispositif, mais que quand ils parlent à des amis, à des connaissances ou à une personne qui les interpelle dans la rue, ils puissent dire « ben oui, moi je suis fier de travailler au Télégramme pour telle et telle et telle raison. Et voilà ce qui nous différencie d'un poste sur telle ou telle plateforme. » Et donc on a travaillé et on a donné cette raison d'être. Le Télégramme, c'est la Bretagne de demain parce qu'on en est réellement convaincu. Je fais une petite parenthèse, moi, parce que je tiens à le dire. L'information locale et régionale, locale, de proximité en tout cas, je l'assimile un petit peu à la médecine chinoise du corps social. Et cette image me tient à cœur parce que ce qui caractérise la médecine chinoise, c'est qu'elle traite le patient avant qu'il ne tombe malade. Et je pense que ce qui fait la singularité de nos médias régionaux, et là, pour le coup, je parle pour les dernières nouvelles d'Alsace, pour Ouest France, pour le Télégramme, pour la Dépêche du Midi, ou Sud-Ouest, c'est que nous apportons ce qui fait le lien, et non pas ce qui fait éclater le lien. On apporte ce qui rassemble tous les matins à une communauté territoriale, quelle qu'elle soit.
une ville, une grosse agglomération ou une zone rurale. Les informations que nous distillons, qui peuvent parfois paraître très dérisoires, très minimes, voire insignifiantes, je pense qu'elles sont tout sauf insignifiantes. Parce que c'est elle, et la période du Covid l'a prouvé, parce que nous étions un des derniers liens entre des gens qui vivaient éloignés géographiquement, nous apportons ce qui rassemble là où d'autres diffusent ce qui sépare et ce qui parfois hystérise les rapports entre les gens. Donc, je reviens à mon propos, il fallait que cette force-là, on puisse l'exprimer. Et on a été très fiers donc d'avoir la prétention, au sens noble du terme, de dire oui, nous sommes un des acteurs de la Bretagne de demain et nous y tenons notre place et on entend bien la conserver et la développer et être au service de cette région, quoi. Pour moi, c'était le dernier acte, je dirais, qui venait un peu couronner finalement ce qui m'a fait bouger pendant toute ma carrière, au-delà du plaisir d'être dans une belle entreprise et d'y assumer des responsabilités. C'était aussi que ça ait un sens profond pour la région où je suis né, où j'ai vécu et où je continue à vivre, quoi, et que j'aime. Voilà, donc voilà. C'est super puissant parce qu'en plus, si on fait la boucle par rapport à cette espèce viscérale en fait que tu as vis-à-vis de cette expérience, cette entreprise et ta carrière, en fait, c'est une manière de sceller d'une certaine manière, en tout cas une photographie, parce que les choses évoluent et on ne sait pas, voilà, mais une photographie à un instant T, qui est d'ailleurs très récent, de ce qui a fait le sel finalement de ce journal et au service d'une vision sur les médias locaux dont tu viens d'exprimer les convictions et qui c'est vrai mérite d'être plus entendu parce que c'est un peu à contre-courant parfois. Mon analyse, elle n'engage que moi, mais elle s'appuie quand même sur un certain nombre d'observations, on va dire. C'est que là où la diffusion de l'information locale, c'est-à-dire de tout ce qui fait la vitalité d'un territoire, l'engagement associatif, l'engagement des élus de proximité, dont on sait à quel point ils souffrent en ce moment. Quand ce lien-là, à travers la diffusion d'informations locales, se délite, se distend, on observe des difficultés à vivre ensemble, des troubles sociaux, des territoires où il se passe des choses désastreuses, détestables et tristes, parce que on ne trouve plus finalement le sens de la communauté de vie, quoi. Aux États-Unis, pour aller carrément dans la caricature, je crois qu'entre le début de ce siècle, entre 2000 et 2018-2020, de mémoire, il y a quelque chose comme 1800 médias, journaux, comparables à nos journaux régionaux, de comtés ou d'États, qui ont disparu, qui ont mis la clé sous la porte. Bon, avec ce pragmatisme anglo-saxon qui veut qu'on ne fait rien pour perdre de l'argent, donc à un moment on ferme. Je ne veux pas précipiter, aller trop vite de la cause à l'effet, mais ce que l'on constate quand même, que ça se solde par le retour triomphal de Donald Trump, qui me semble-t-il n'est pas totalement l'exemple de gouvernance la plus vertueuse qu'on ait dans les démocraties modernes, quoi. Et voilà, donc oui, je soutiens que comme le médecin chinois soigne le patient avant qu'il ne tombe malade, l'information locale contribue, est le lien, le ciment quelque part, qui fait que le corps social va peut-être résister un peu plus longtemps au coup de boutoir d'un monde moderne assez brutal et assez peu soucieux finalement de nos territoires et de la vie de chacun de nous. Voilà. Ça a été à fond le moteur profond, je dirais, de ma vie professionnelle. Et j'ai eu ce dernier privilège qui était pour moi extrêmement émouvant parce que c'est un signe de confiance qu'Édouard me demande à l'occasion des 80 ans du Télégramme, donc qui est paru sous ce titre-là en 1944 à la Libération, comme beaucoup de quotidiens, comme Ouest France qui s'appelait Ouest Éclair avant. Donc septembre 44 pour nous c'était un acte de naissance. Et donc septembre 2024, Édouard m'a demandé 1 an et demi avant à peu près si j'accepterais, enfin si je serais intéressé pour rédiger, mettre à jour l'histoire du Télégramme, qui est une très belle histoire que son père, Jean-Pierre Coudurier, avait déjà écrite en son temps, avec sa vision, avec ses mots,
Et le dernier ouvrage que Jean-Pierre avait écrit s'achevait peu avant son décès en 1999 à peu près. Jean-Pierre Coudurier nous a quittés trop tôt, hélas, en novembre 2001. Et donc le dernier quart de siècle, et le plus récent, et celui de tous les bouleversements, n'avait pas été documenté, quoi. Et donc Édouard m'a demandé si j'acceptais ça. J'ai dit oui avec plus que de l'envie. C'était presque un oui, je dirais, de gratitude. Et je me suis plongé dans ce travail-là. Je me suis très très vite rendu compte dans les semaines qui ont suivi le début de mon travail de documentation et de mise en ordre de mes idées que une mise à jour, c'était pas possible. Je pouvais pas me réapproprier les mots de Jean-Pierre Coudurier tels qu'il les avait, lui, souhaité les exprimer, et y raccrocher l'histoire contemporaine du journal. Ça aurait été une espèce d'assemblage brinque-ballant. Hein, ça aurait été comme mettre le moteur d'une voiture moderne sur une voiture plus ancienne. À un moment, ça colle pas, quoi. Il faut que les deux s'accordent. Et donc, j'ai réécrit. J'ai pris la responsabilité d'imposer un peu à Édouard Coudurier de réécrire l'intégralité de l'histoire du journal en puisant, mais alors énormément dans ce que son père avait écrit avant. Ça constitue toute la partie historique. Je m'appuie vraiment à 100% sur le travail d'archives qu'avait fait son père. D'ailleurs, c'est très clair dans la manière dont tu l'écris. Ah ben, il y a vraiment oui. Il y a une transition très nette et j'ai apprécié ce moment de transition. Ah oui, je revendique absolument la paternité des propos de Jean-Pierre sur un certain nombre de choses parce que ça a été mon premier patron et que je lui vaux un souvenir et une estime incommensurables. C'était très très riche et puis je l'ai enrichi de ma vision. Et je ne sais pas si je peux me permettre de déborder un petit peu, mais il y a des épisodes extrêmement riches, par exemple sur la période de la Deuxième Guerre mondiale, où le propre père de Jean-Pierre Coudurier, c'est-à-dire le grand-père d'Édouard, a été directement concerné dans son vécu personnel et dans sa prise de risque. Il a été emprisonné par les Allemands, il a été interdit de séjour en Bretagne. Le journal a été à un moment accaparé par une faction, je dirais, de régionalistes bretons qui, de facto, s'acoquinaient avec l'occupant. Je ne vais pas prétendre qu'ils étaient pro-nazis, mais ils s'acoquinaient avec l'occupant et ils s'en accommodaient, en tout cas, pour avoir un organe d'expression pro-breton, au sens d'une certaine autonomie régionale et d'un certain pouvoir breton, de la nation bretonne à l'époque. Et ils avaient évincé donc tous les anciens actionnaires de l'entreprise, et je sais que Marcel Coudurier, le patron de l'époque, et Jean-Pierre, son fils, qui a ensuite dirigé le journal, l'ont vécu très très douloureusement, parce que ça a été une bataille après pour recouvrer les droits légitimes des uns des autres et effacer cette époque-là, et ça a marqué l'histoire du journal. À tel point que dans son dernier ouvrage, Jean-Pierre Coudurier, en évoquant la guerre, ne nomme même pas les acteurs de cette période-là. Il ne prononce pas leur nom, il n'écrit pas leur nom. Il y avait donc là aussi une espèce de rejet viscéral, absolu de cette période-là, que je comprends avec le recul. En revanche, aujourd'hui, 2024-2025, ça me semblait n'avoir pas de sens de maintenir cette période-là dans l'ombre. Et donc, je me suis autorisé d'éclairer certaines zones d'ombre par des faits connus, documentés, d'archives officielles, et de prononcer le nom, pour le coup, des acteurs de cette période-là, pour que les plus jeunes, aujourd'hui, aient au moins une référence fiable, et je l'affirme. Rien n'a été écrit qui n'ait été documenté, donc ils peuvent se fier à ce qui est écrit dans ce bouquin pour connaître l'histoire de leur entreprise et pour savoir que leur héritage, il est lointain et il est complexe et il est d'une richesse incroyable parce que ça accompagne toute l'histoire de la région, toutes les grandes transformations de la Bretagne, la modernisation agricole, le changement des mœurs, hélas, la perte un peu de la langue, de certaines traditions, mais aussi l'éveil à une économie internationale. Le Télégramme a été non seulement le témoin et le chroniqueur de ces évolutions-là, mais il les a vécues lui-même. Et il les a accompagnées, parfois même suscitées, pour certaines choses. Donc c'est une histoire d'une richesse incroyable qui nous dépasse tous, mais qui va bien au-delà d'une entreprise. Et c'est en ce sens que c'était intéressant d'écrire, de faire une synthèse de ce siècle quasiment d'histoire,
c'est que au-delà de l'entreprise, c'est l'énergie, l'envie d'une région de ne pas rester une région périphérique et une province, comme disent encore parfois certains médias parisiens, je vais aller en province. En tout cas, une région agricole un petit peu reculée, qui ne tient que par son folklore et son climat un peu moins surchauffé qu'ailleurs. Non, c'est bien autre chose. Donc voilà, j'ai eu cet honneur et cette joie profonde et intime aussi, parce que c'était l'histoire de ma famille. Et je me suis autorisé à l'écrire en exergue, mais j'ai pensé à nos pères en écrivant ça. Hmm. Bon, bah ça, c'est fabuleux. Terminer sa carrière sur cette espèce de retour en arrière qui est aussi une manière finalement d'évoquer un nouvel élan et de mettre entre les mains des nouvelles générations ces racines-là, ouais, je le vis comme un cadeau. C'est sûr. Non, mais c'est un cadeau que tu fais, d'ailleurs, pas que aux salariés du Télégramme, parce qu'en fait, vous avez décidé à un moment donné de le diffuser de manière publique. Et Alors voilà. oui, c'est pas le best-seller de l'année parce que je pense que pour quelqu'un qui n'est ni du métier ni de la proximité que le journal, effectivement, je rentre parfois dans des considérations qui vont parler plus difficilement peut-être au grand public, mais ça reflète autre chose. Donc, si on veut le chercher, en tout cas, on peut le trouver. Il est dans les bonnes Ouais, librairies du Finistère. très bien. Bah, le message est passé à, j'espère, un maximum de personnes. Euh, ok, bah, j'avais pas prévu qu'on finirait sur autant d'émotions. Non, c'est vrai qu'il y a de l'émotion parce que bah, c'est très difficile bah, en fait, voilà, je me retrouve rattrapé par ce que j'évoquais au début de notre entretien, c'est que au-delà de la dimension technique et du travail proprement dit de journaliste, avec toute son exigence de recul critique, parfois de froideur par rapport aux événements, où il ne faut pas se laisser emporter par l'émotion parce que j'ai rencontré un certain nombre de situations qui parlaient beaucoup plus à l'homme qu'au professionnel au moment où on en est témoin. Ce qui, entre parenthèses, permet d'interroger aussi cette fameuse objectivité du journaliste. Il y aurait long à débattre là-dessus. Bref, ce sont des hommes encore qui transmettent l'information, avec toute leur histoire et toute leur sensibilité et leur émotivité. Mais cette émotion que je ressens à l'instant, là, en parlant de cette conclusion de ma carrière par ce bouquin, et de ce bonheur de pouvoir transmettre quelque chose auquel on croit, et on a beaucoup cru, cette émotion-là, c'est vraiment l'histoire de ma vie, quoi. Et tu vois, quand je disais qu'elle ne m'a jamais quitté, non, elle ne m'a jamais quitté. Et ce poids-là, quelque part, je le porte encore un peu, mais je veux dire que maintenant, c'est une charge heureuse et qui ne me fait pas plier les épaules. Au contraire, je le porte avec énormément de bonheur. Ouais, écoute, merci de nous avoir offert ce témoignage, parce que effectivement, bon, maintenant, les auditeurs comprennent ce dont on parlait il y a un peu plus de 2 heures. T'as une carrière extrêmement diverse, en fait, et riche, donc permets-moi de l'appeler une grande épopée. Ça m'appartient. Et un grand merci d'avoir pris le temps de faire des sauts comme ça. Évidemment, on a fait des raccourcis sur certains sujets, mais on a essayé dans la mesure du possible d'explorer des grands moments avec des grands apprentissages. Donc merci pour ça. Je suis sûr que les auditeurs vont apprécier comme j'ai apprécié. Merci Jafar, c'est très agréable de pouvoir reparler d'une période si longue sans se soucier du chronomètre et sans être tenu par la tyrannie du temps qui devient de plus en plus forte à notre époque et surtout sur les médias où les choses se calculent en secondes. Donc merci de m'avoir offert ce privilège de pouvoir ouvrir mon cœur et mes souvenirs aussi d'une manière aussi large et sans contrainte. Bah, c'est un grand plaisir.
Et puis pour moi, ça, voilà, j'ai interviewé un journaliste. Donc je peux partir, voilà, heureux. Merci encore et puis pour les auditeurs, à la prochaine. Au revoir. Bravo. Vous venez d'écouter la suite et fin de mon échange avec Olivier Clèche. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître les grandes épopées, vous pouvez partager cet épisode à une ou plusieurs personnes autour de vous. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandesépopées.fr.